Bon, eh bien, bonjour a tutti, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette présentation, toujours trop flatteuse, qui est une façon de mettre la barre un peu haut pour obliger ensuite l'orateur à tenir le niveau auquel on a essayé de le présenter. Merci aussi pour la contextualisation que vous avez faite. Il y a des continuités qui vont apparaître, je crois, et tant mieux. Donc, voilà, la demande qui m'a été formulée consiste à réfléchir avec vous aux enjeux larges, aux enjeux généraux de la question de l'évaluation de l'oral, notamment à partir de cette nouvelle épreuve du bac, mais aussi à l'école et en éducation en général. Et donc, j'ai prévu de vous parler de choses qui peut-être parfois vont être superflues pour vous, mais d'après ce que j'ai compris, vous constituez un public diversifié en termes de spécialité de formation. Donc, il y a des choses qui seront inutiles à certains et certaines, et peut-être, j'espère, utiles à d'autres. Pardonnez-moi si du coup, parfois, j'enfonce des portes ouvertes. Et puis aussi, petite précaution, comme vous l'a dit notre collègue, je suis professeur de sciences du langage et les sciences du langage sont encore quelque chose de copernicien en France, puisque la révolution copernicienne n'a pas eu lieu à ce propos et que la plupart des gens ont sur les langues et sur le français en particulier des fausses connaissances qui ne sont que des croyances, qui sont pré-scientifiques. Et du coup, quand on fait un exposé d'un point de vue scientifique sur les langues, sur l'oral ou sur le français, il arrive que ça bouscule un peu les gens parce que ça remet en question un certain nombre de croyances circulantes bien ancrées dans nos esprits. Pardonnez-moi si je vous bouscule un peu, c'est juste parce que de la bousculade peut naître ensuite les idées, les étincelles et les choses que vous pourrez faire pour améliorer la préparation des élèves, la formation des enseignants et la réussite de cette nouvelle épreuve du baccalauréat. Alors, j'ai prévu de vous faire un exposé en 3 temps. On en a discuté ensemble. D'abord, de revenir sur des considérations générales sur le fonctionnement de l'oral, puisqu'on vient de vous le dire, et je suis tout à fait d'accord avec ça, l'oral est quelque chose qui est peu connu, mal connu, auquel les gens sont peu formés, y compris les enseignants, y compris même les enseignants de langue et de français qu'on appelle lettres, j'y reviendrai d'ailleurs. Et donc, pour recadrer la place de l'oral dans un premier temps, et puis pour voir, ça a été dit aussi, je vais le confirmer, comment à l'école on a construit, j'emploie école au sens large, de la maternelle au moins jusqu'au bac, voire jusqu'à l'université, comment on a construit une perception de l'oral qui finalement est filtrée, et vous verrez que je dis même distordue par la projection de l'écrit. C'est-à-dire qu'on voit l'oral à travers l'écrit, et du coup c'est intéressant de comprendre comment on voit mal l'oral quand on le voit à travers l'écrit. Dans un deuxième temps, on reviendra sur un certain nombre de choses qui ont été aussi allusivement évoquées, notamment en citant les propos du ministre de l'Éducation nationale autour de l'aisance à l'oral et du marqueur social. C'est la question de l'idéologie linguistique circulante dans les sociétés, en l'occurrence celle qui nous intéresse, c'est la société française, et du coup du type de rapport à l'oral que ça construit dans nos représentations, que ce soit celle des gens ordinaires, de n'importe qui, ou des enseignants, des enseignantes et des acteurs de l'éducation. Et puis dans un troisième temps, je prendrai l'exemple justement des évaluations de l'oral, et puis on terminera avec cette nouvelle évaluation à l'oral au baccalauréat, pour attirer votre attention sur les risques de discrimination. On en a parlé déjà juste avant, M. Césaro en a parlé, il a très bien fait, sur les risques de discrimination, à la fois dans la préparation à cette épreuve, mais aussi dans la passation et dans l'évaluation des productions qui seront celles des candidats et des candidates au baccalauréat. Alors, premier point, si vous voulez bien, quelques rappels de choses, je vous le disais, qui peut-être seront des évidences, et si c'est le cas, tant mieux pour vous. D'abord, s'interroger sur ce que c'est que ce fameux oral, je mets entre guillemets, parce que la notion elle-même mériterait d'être précisée. La première chose que je voudrais rappeler, c'est que l'oral, c'est la primauté linguistique. C'est-à-dire qu'avant tout, et déjà là, on voit les renversements qui ont eu lieu dans certaines sociétés, avant tout, les pratiques linguistiques des humains sont des pratiques orales. Elles le sont dans le temps, les humains ont parlé avant d'écrire, toutes les langues ont été parlées longtemps avant d'être écrites,
Donc c'est vrai dans le temps, c'est vrai aussi dans l'histoire de la vie des humains. Hein. Les humains parlent toujours avant de lire et écrire, quand ils lisent et quand ils écrivent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a qu'une petite minorité des langues du monde qui s'écrivent et donc qui se lisent. L'immense majorité des langues du monde sont exclusivement des pratiques orales, et c'est normal parce que les langues, avant tout, c'est de l'oralité. L'écrit, c'est un dérivé secondaire de l'oralité linguistique. L'oral est aussi quelque chose qui a une primauté dans l'espace, ça revient un peu à ce que je viens de dire. Hein. Il ne faut pas oublier que si vous prenez la répartition des humains sur la planète et la répartition des langues que parlent les humains sur la planète, vous vous rendrez compte que les lieux d'écriture sont relativement limités, ponctuels. Alors on peut avoir des impressions de très forte présence de l'écrit, y compris dans l'espace. Hein. On vit dans une société ici où l'écrit occupe une place énorme. Vous voyez de l'écrit, y compris affiché partout dans l'espace, mais il ne faut pas oublier que c'est des situations extrêmement ponctuelles et que dans l'immense majorité des espaces sociaux et géographiques vécus par les humains, c'est l'oral qui est largement dominant, en quantité comme en qualité. C'est vrai aussi dans les pratiques sociales, même dans une société aussi fortement impliquée dans l'écrit que la société française, par exemple, ou que les sociétés européennes occidentales en général, les pratiques sociales sont massivement des pratiques orales et de façon beaucoup plus marginale des pratiques écrites. Même vous et moi, nous, qui sommes des professionnels de l'écriture, nous parlons beaucoup plus que nous écrivons. Nous entendons beaucoup plus que nous lisons. Ne serait-ce qu'en quantité. Hein. Si on prend une journée, prenez-en plusieurs, des fois que vous consacriez une journée entière à la lecture, alors ça ne serait pas un bon exemple, hein, mais quantifiez le temps que vous passez à l'oral et le temps que vous passez à l'écrit. Même nous, qui sommes baignés d'écrit, nous passons plus de temps à l'oral qu'à l'écrit. Alors imaginez les gens dont l'activité sociale et professionnelle, ou les activités sociales et professionnelles, ne nécessitent pas ce rapport aussi fort à la forme écrite, une forme écrite des langues. Et puis c'est vrai dans les systèmes linguistiques, et ça j'y reviendrai, les systèmes linguistiques sont des systèmes qui sont avant tout analysables comme des systèmes vocaux, et non pas comme des systèmes écrits. Les systèmes d'écriture sont des transcriptions des systèmes linguistiques oraux et non pas l'inverse. Et je vais y revenir parce que cet inversement qui fait regarder la langue à partir de l'écrit au lieu de la regarder à partir de l'oral fausse considérablement les choses. Je prendrai un exemple des programmes tout à l'heure pour vous montrer comment on trouve cette inversion dans les programmes, mais pensez bien qu'un système linguistique n'est pas fait de mots qu'on met ensemble pour faire des phrases selon des règles qu'on appelle une grammaire pour produire des textes. C'est pas comme ça que les langues marchent. Dans les langues, il n'y a pas de mots. Dans les langues, il n'y a pas de phrases. C'est des unités de l'écrit, c'est pas des unités de l'oral. À l'oral, ça marche pas du tout comme ça. Simplement, on ne le sait pas parce qu'on n'y est pas formé. Peut-être que vous l'avez été pour certaines d'entre vous. Et les gens continuent à croire, et d'ailleurs les programmes le disent, que quand on parle, on utilise des mots pour faire des phrases. Sauf que c'est des unités qui ne fonctionnent pas à l'oral, parce que l'oral ne fonctionne pas du tout comme ça. Voilà. Donc, même dans les systèmes linguistiques, l'organisation même des langues en tant que système est fondée sur l'oralité, évidemment, puisque c'est des pratiques orales inventées à l'oral par les humains, et non pas fondées sur les systèmes de transcription écrite. Donc, je vous le disais, l'oral a des unités linguistiques spécifiques et qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on utilise pour le transcrire, voire pour le transformer à l'écrit, parce que l'écrit n'est pas qu'une transcription, en tout cas ça dépend des langues, en français c'est pas qu'une transcription, il y a des unités linguistiques spécifiques que la plupart des gens ignorent. Par exemple, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est qu'un phonème. Alors je sais qu'on utilise beaucoup la notion de phonème, y compris pour l'enseignement de la lecture à l'école primaire, sauf que quand vous enquêtez, que vous vous rendez compte, vous demandez aux enseignants ce que c'est qu'un phonème pour eux, vous vous rendez compte qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un phonème parce qu'ils croient qu'un phonème c'est un son. Or les phonèmes ne sont pas des sons. C'est pas la même chose, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Même chose pour les morphèmes, même chose pour les lexèmes. Bon, voilà. Hein. Il y a toute une série d'unités pour lesquelles les linguistes ont inventé cette terminologie technique et un peu barbare que je viens d'employer, parce qu'il fallait inventer une terminologie pour décrire les unités constitutives de l'organisation linguistique, qui ne sont pas celles de l'écrit, et donc on ne peut pas plaquer celles de l'écrit parce qu'elles ne marchent pas sur l'oral. L'oral fonctionnant différemment. Il y a aussi des organisations discursives spécifiques, c'est-à-dire que quand on organise un discours oral, on ne l'organise pas comme on organise un discours écrit. Pour des raisons sur lesquelles je vais venir juste après, si quelqu'un parle comme il écrit, il est insupportable.
On ne peut pas écouter les gens qui parlent comme ils écrivent parce que l'oral n'est pas fait pour fonctionner comme l'écrit. Alors il y a des cas limites intermédiaires sur lesquels je reviendrai qui sont plus ou moins acceptables, mais dans la vie ordinaire, dans la vie quotidienne, mais même dans votre vie professionnelle, si quand vous vous croisez quelque part à la cafétéria, à la salle des profs, etc., vous parlez comme vous écrivez, vous êtes asocial. Parce que l'oralité fonctionne socialement selon des codes discursifs qui ne sont pas les mêmes que ceux de l'écrit. Il y a aussi des implications sociolinguistiques fortes, puisqu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nos ressources linguistiques, je fais exprès de ne pas dire des langues, parce que c'est un terme qui est idéologiquement connoté, mais nos ressources linguistiques sont socialement très porteuses d'énormément de choses, puisque d'abord, n'oubliez pas une première chose, c'est ce qui fait notre humanité. L'un des critères constitutifs du fait d'être humain, c'est de parler des langues, ce que ne font pas les autres espèces vivantes. Parce que c'est ce qui fonde notre vie sociale. Il y a vie sociale parce qu'on peut se parler. Alors, on ne sait pas vraiment encore si, et je crois qu'on ne saura jamais, si c'est parce que les humains ont été capables de se parler qu'ils se sont organisés en société, ou si c'est parce que les humains se sont organisés en société qu'ils ont développé la capacité de se parler. Ça remonte à des temps que les moins de 20 000 ans ne peuvent pas connaître. Probablement que les deux se sont faits ensemble. Cela dit, on a des traces de vie sociale chez les humains à des époques où on pense que les capacités cérébrales ne permettaient pas le développement de la parole. Donc il est probable que ce soit la vie sociale, une hypothèse vraisemblable est que la vie sociale ait provoqué le développement de la parole et plutôt pas l'inverse. Mais bon, on n'y était pas, c'est pas grave. L'idée, c'est quand même, il ne faut pas oublier que se parler, c'est faire du lien. Les langues sont avant tout des moyens de relation. Et donc, à chaque fois qu'on touche à la parole, à chaque fois qu'on touche aux langues, on touche à ce qu'il y a de plus fondamental chez les humains, le fait même d'être humain, le fait d'être un individu humain par rapport aux autres individus, fonctionnant dans des relations sociales. Et donc les implications sont fortes. Je dis toujours ça, c'est vraiment très important. Les langues ne sont pas des outils extérieurs aux humains que les humains utilisent pour communiquer. Les langues sont constitutives de ce que sont les êtres humains collectivement et individuellement. Et à chaque fois qu'on touche à la pratique linguistique des gens, on touche aux gens. Et du coup, travailler l'oral, par exemple, surtout l'oral parce qu'il est primordial, travailler l'oral, c'est faire travailler la personne sur elle-même et sur son rapport aux autres. Et donc les implications sont bien plus profondes que travailler l'utilisation d'une souris ou d'une application informatique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, petite comparaison, un peu rapide, pardon, mais petite comparaison des caractéristiques fondamentales des fonctionnements de l'oral et des fonctionnements de la langue une fois transcrite à l'écrit, des langues une fois transcrites à l'écrit. J'ai mis des paramètres comparables et je vous montre la différence. Alors, la première, tout simplement, le mode de perception. L'oral s'adresse au système auditif, alors que l'écrit s'adresse à la perception visuelle. Rien que ça, déjà, ça fait une différence vraiment très importante, dont d'autres vont découler d'ailleurs. L'oral fonctionne, sauf exception rare, comme du processus. C'est-à-dire que vous n'avez jamais accès à un oral complet fini. Vous avez toujours accès, sauf avec des moyens techniques modernes très récents, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est tout près de nous, vous n'avez jamais accès à un oral comme un produit. L'oral est toujours un flux. Et donc, si on voulait comparer l'écrit à l'oral, puisque l'écrit nous est présenté dans l'immense majorité des cas, non pas comme un processus, mais comme un produit fini, il faudrait comparer la génétique de l'écrit pour la comparer à l'oral. Si vous voulez, d'une certaine façon, mais j'aime pas dire ça comme ça parce que la connotation est éventuellement perçue comme négative, l'oral c'est du brouillon permanent. L'oral c'est de la construction permanente avec ce qui est normal dans l'élaboration de tout discours, les ratures, les corrections, les retours en arrière, voilà. Tout ça est effacé dans l'écrit. Ça a lieu dans l'écrit bien sûr, mais on ne le voit plus. On vous présente de l'écrit, dans l'immense majorité des cas, que le produit fini. Et donc on a d'un côté un processus, de l'autre côté un produit. Évidemment, alors le processus du coup est perçu de façon auditive, le produit est perçu de façon visuelle, ce qui permet, un autre point qui vient juste après, que l'écrit peut être perçu de façon globale alors que l'oral ne peut être perçu que de façon linéaire.
Vous êtes obligé, notre système phonatoire fait qu'on est obligé de prononcer les sons les uns après les autres. On ne peut pas en prononcer plusieurs en même temps. Du coup, l'oral est forcément linéaire et vous ne pouvez pas avoir la totalité d'un message en même temps. Tandis que l'écrit, lui, puisqu'il est visuel, est accessible de façon globale. Et d'ailleurs, une des choses qui a été montrée depuis longtemps, c'est que les lecteurs, notamment les bons lecteurs, n'ont pas des lectures linéaires. Quand on mesure les mouvements des yeux des gens qui lisent un texte, on se rend compte que, puisqu'ils ont accès à un texte dans sa globalité, ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours entre les différents morceaux du texte et qu'ils ne lisent pas le texte de façon linéaire. D'ailleurs, quand vous prenez un bouquin, vous aurez remarqué que dans beaucoup de cas, la première chose que vous faites, c'est de commencer par lire quoi? La fin, c'est-à-dire à la 4e de couverture. Parce que le produit global vous permet d'avoir tout de suite accès à la fin. Vous n'êtes pas obligé de lire les lignes les unes après les autres avant d'arriver à la fin. Tandis qu'à l'oral, vous êtes obligé, sauf moyen technologique particulier, rarement utilisé d'ailleurs pour porter la parole orale. Donc, un processus linéaire et un produit fini accessible de façon globale. L'oral fonctionne dans l'immense majorité des cas comme un mode de communication simultané. Avec l'invention de moyens technologiques qui ont permis le support de l'oral, on a pu avoir de l'oral différé. Ça reste marginal, même si ça a pris plus de place dans les sociétés aujourd'hui, ça reste marginal par rapport à l'ensemble des pratiques orales. C'est-à-dire que quand vous communiquez à l'oral, dans l'immense majorité des cas, vous êtes en simultané dans le temps et dans l'espace. Vous parlez au même moment à une même personne, au même endroit, qu'on appelle un interlocuteur ou une interlocutrice. Évidemment, puisqu'il faut pouvoir entendre, etc. Bon, sauf quand on enregistre l'oral et qu'on le déplace, mais ça n'est possible que de façon récente dans l'histoire de l'humanité, et de toute façon, on l'utilise très peu dans nos modes de communication ordinaires, quotidiennes. Alors que, évidemment, l'écrit est fait, par définition, pour communiquer en différé. L'écrit a été inventé pour communiquer en différé dans le temps et pour communiquer en différé dans l'espace. C'est le premier système d'enregistrement de l'oral, avant qu'on invente les premiers rouleaux, vous savez, à la fin du XIXe siècle, où on pouvait enregistrer la matière sonore. Pendant des millénaires, les humains n'ont pu enregistrer l'oral pour pouvoir le transporter en dehors de la simultanéité des situations de communication, qu'en passant par la transcription écrite. Donc l'écrit est fait pour la communication différée. Et évidemment, quand on communique en différé, on ne communique pas du tout de la même façon que quand on communique en simultané, puisqu'il n'y a pas d'interaction possible. Donc il faut anticiper les interprétations malencontreuses, il faut anticiper les questions qu'on pourrait vous poser, etc. Tandis qu'à l'oral, vous n'en avez évidemment pas besoin, puisque c'est fait pour être autorégulé dans l'interaction simultanée. Donc ça va développer des modalités d'organisation discursive, j'en parlais juste avant, propres à l'écrit, qui ne sont pas nécessaires à l'oral, qui lui développent des modalités d'interaction propres à l'oral, qui ne sont pas nécessaires à l'écrit. Sauf cas, là aussi, intermédiaire, puisqu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir de l'écrit en simultané dans le temps. Par exemple, on peut utiliser un système de chat sur Internet et avoir un écrit oralisé. D'ailleurs, on voit que les marques linguistiques, du coup, attirent cet écrit vers l'oral, puisqu'il se met à fonctionner un peu comme de l'oral. C'est un peu vrai pour les mails aussi, par exemple. On peut s'échanger à un moment donné, si on est devant le même ordinateur et que la connexion est bonne. On peut avoir une conversation par mail. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une conversation à l'oral, mais ça tire vers ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les formes linguistiques qu'on utilise dans les mails ressemblent plus à des formes de l'oral que les formes linguistiques qu'on utilise dans l'écrit ordinaire totalement différé. Du coup, évidemment, l'oral fonctionne à haut contexte alors que l'écrit fonctionne à bas contexte, puisque l'oral est, dans l'immense majorité des cas, utilisé en situation de communication simultanée avec des interlocuteurs et des interlocutrices. Ça veut dire qu'on peut mobiliser fortement le contexte, y compris pour produire de la signification. C'est une chose que les gens savent peu, mais la signification de ce que vous dites quand vous interagissez à l'oral est très peu contenue dans le message. Elle est fortement contenue dans le rapport entre le message et le contexte. Ce qui fait qu'un même message à l'oral, dans des contextes différents ou interprété différemment, peut avoir un potentiel de signification extrêmement divers. Ce n'est pas le contenu qui dit ce que vous dites. C'est le rapport de ce que vous dites au contexte partagé avec les gens. Je prends un exemple tout bête, c'est l'ironie. L'ironie, ça consiste à dire une chose et à signifier son contraire.
Seulement, pour savoir que vous signifiez le contraire du contenu de votre message, il faut qu'on ait des éléments contextuels connus sur vous, sur l'interaction, sur etc., etc., pour qu'on puisse interpréter vos propos à l'inverse de ce que vous êtes en train de dire. Et on peut prendre plein d'exemples de ce type-là, sachant que plus la communication est quotidienne, ordinaire, familière, plus le contexte joue un rôle important, plus la communication est technique, moins le contexte joue un rôle important. C'est assez facile à identifier ça. Évidemment, l'oral est beaucoup plus interactionnel, il est même fait pour ça. L'oral est fait pour fonctionner dans la conversation. Il n'est pas fait pour fonctionner tout seul. Alors, les humains ont inventé des situations rares de monologue à l'oral, comme celui que je suis en train de tenir, comme l'oral du bac en question, là. Mais c'est des situations extrêmement rares dans des activités professionnelles comme la nôtre, ou des activités académiques comme un oral à un examen, qui sont des formes de détournement du fonctionnement ordinaire de l'oral. L'oral est fait pour fonctionner en interaction. Et du coup, la linéarité et le manque de globalité est plus un problème puisqu'on peut la compenser par un système d'interaction permanente, de signaux de régulation, de demandes de discours métalinguistiques pour reformuler, compléter, préciser, se mettre d'accord sur comment on l'interprète, etc. Ça marche bien. Hein. C'est même, enfin, j'ai beau être prof de sciences du langage, j'ai étudié ça depuis que j'ai commencé ma maîtrise il y a, je vous le dis pas combien, très très longtemps. J'ai beau étudier ça tout le temps, je continue à rester vraiment impressionné par la capacité qu'ont les humains à faire avec cette ressource linguistique des choses extraordinaires. Arriver à produire des messages, à se comprendre, à réguler, à parler des langues différentes, à se comprendre en parlant des langues différentes. Enfin, les humains ont des capacités absolument fabuleuses. Ça relève presque de quelque chose de miraculeux que cet outil-là, hein, vraiment, on se dit mais c'est incroyable comment ça marche bien, alors que finalement ça a l'air d'être à la fois très compliqué et très bizarrement foutu, hein, puisque c'est extrêmement variable, ça part dans tous les sens, ça se renouvelle, c'est brouillon, etc. Et c'est terriblement efficace. Et ça, c'est grâce aux modalités d'utilisation ordinaire. Il ne faut pas oublier ça. C'est comme ça que ça marche dans la vie ordinaire déjà. Évidemment, c'est beaucoup moins interactionnel à l'écrit. L'écrit, c'est une forme d'interaction, bien sûr, mais une interaction médiée, différée, comme je le disais, dans le temps et dans l'espace, avec un changement de support et de modalité de perception. Donc l'écrit est beaucoup moins interactionnel. Je ne dis pas qu'il n'est pas du tout, mais l'écrit est beaucoup moins interactionnel et donc il est agi par des systèmes d'organisation, des systèmes de fonctionnement et d'interprétation qui ne sont pas les mêmes ou en grande majorité différents de ceux qui fonctionnent à l'oral. Évidemment, l'oral est généralisé, tous les humains parlent. Si on considère que utiliser une langue des signes, c'est parler, si on veut bien accepter le déport du verbe, hein, pour les gens qui n'ont pas la capacité à la parole verbale, mais qui ont construit, ça aussi les humains sont même fabuleux, hein, ils ont réussi à inventer des langues pour pouvoir parler alors qu'ils sont dans une incapacité physiologique de parler. Vous voyez à quel point chez les humains c'est important de parler des langues. Hein. Donc c'est généralisé, tous les humains parlent, tous les humains peuvent communiquer à l'oral, alors que l'écrit est beaucoup moins répandu. Je vous le disais tout à l'heure, la majorité des humains sur Terre parlent des langues qui se lisent pas et qui s'écrivent pas, ou qui s'écrivent peu et qui se lisent peu, et une minorité de langues s'écrivent et se lisent beaucoup, et donc une minorité d'humains ont une activité de rapport à l'écrit très, très développée. Mais c'est une petite minorité, donc l'écrit est beaucoup moins répandu que l'oral. Il ne faut pas oublier ça non plus. Hein. Je vous dis ça parce que on vit dans une société, et nous sommes dans une institution scolaire qui a eu tendance à inverser le rapport entre l'oral et l'écrit. C'est-à-dire à faire comme si l'oral était un sous-produit de l'écrit, alors que c'est l'écrit qui est un sous-produit de l'oral, qui est une forme dérivée de l'oral. Alors, ça peut se formuler d'une façon très simple, hein, avec l'idée qu'on parle comme on écrit. Alors d'abord, je vous donne quelques exemples hein, pour attirer votre attention sur cette inversion. Le fait que dans un certain nombre de langues, heureusement pas dans toutes, et notamment dans le français qui est probablement
la pire de ce point de vue-là, ou l'une des deux pires de ce point de vue-là avec l'anglais, on a un système de graphie qui transforme énormément la langue orale. C'est-à-dire que la transcription de l'oralité est très mauvaise en français, hein, au point même que le système morphosyntaxique de la langue française est remplacé par un autre système morphosyntaxique à l'écrit. Hein. La plupart des gens croient que en français, le pluriel se marque par un S. Non, c'est pas en français, c'est en graphie du français. En français, le pluriel ne se marque pas par un S. En français, la plupart des substantifs sont invariables. La plupart des gens croient qu'en français, le féminin se marque par un E. Non. La plupart du temps, en français, le féminin se marque par l'ajout d'une consonne. Petit, petite, grande, grande. Mais à l'écrit, il se marque par un E. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On a un système qui est vraiment très, très déformé par rapport à l'oral. Hein. Alors c'est vrai aussi pour l'anglais, sauf que pour l'anglais, c'est plutôt la transcription lexicale qui fait l'objet de bizarreries, alors que pour le français, c'est lexical et morphosyntaxique qui fait l'objet de bizarreries. Donc, et c'est intéressant parce que la plupart des gens voient pas comment fonctionne la langue française, ou plutôt croient que le fonctionnement de l'écrit du français, c'est le fonctionnement du français. Or, le français fonctionne de façon très différente de la façon dont fonctionne son écrit. On impose des normes linguistiques écrites à l'oral, c'est un grand classique, alors le fameux écrit oralisé, hein. L'idée que, je vous donnerai un exemple des programmes juste après, hein, l'idée que bien parler, c'est parler comme on écrit. Les modèles textuels eux-mêmes sont imposés à l'oral, l'idée que organiser un discours de façon correcte et efficace à l'oral, ça serait l'organiser comme un discours écrit. Or, on a vu juste avant que, comme l'oral ne fonctionne pas pareil, si vous organisez un discours oral sur le modèle de l'écrit, sur le plan de l'oral, il dysfonctionne. Mais on fait ça, hein, on écrit des choses qu'on lit, comme si l'oral devait fonctionner comme l'écrit. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis en train de le faire. J'écris jamais ce que je dis à l'avance. Parce que si vous écrivez à l'avance, vous oralisez de l'écrit, et du coup, votre oral fonctionne mal, il dysfonctionne. Puis vous êtes assez rapidement soporifique, alors ça va si vous tenez sur 5 minutes, mais 50 minutes d'oralisation de l'écrit, c'est insupportable. C'est pas fait pour fonctionner comme ça. L'écrit, il est fait pour être lu avec les yeux, il n'est pas fait pour être dit avec la bouche. Tout bêtement, hein. Voilà. Mais on a tendance à imposer les normes linguistiques de l'écrit sur les normes de l'oral. Même chose pour les modèles textuels, qui sont en gros des macro-normes discursives. Et puis je prends un exemple tout bête, hein, le fait de considérer que la lecture, c'est une oralisation de l'écrit. Or, c'est une chose que font tous nos collègues de l'enseignement primaire, de faire oraliser de l'écrit en pensant qu'à ce moment-là, ils font lire. Ils ont même des barèmes qui consistent à compter combien de mots les enfants peuvent oraliser à partir d'un texte écrit. Sauf que un texte écrit, c'est pas fait pour être oralisé, c'est fait pour être lu. C'est vous voyez encore une fois une influence de l'écrit sur l'oral, hein, comme si l'oral devait être un sous-produit de l'écrit. Mais c'est pas fait pour ça, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Même chose pour les discours en général et les travaux qu'on fait faire, y compris à nos élèves, on en parlait tout à l'heure, hein, le fait qu'ils écrivent quelque chose et ils vont le présenter devant les enseignants ou devant la classe et ils lisent ou ils ont appris par cœur un écrit qu'ils oralisent, qui évidemment n'est pas un oral, c'est un faux oral, c'est un écrit, distordu parce qu'il passe par le canal verbal, le canal auditif, alors qu'il devrait passer par le canal visuel. Voilà un des exemples, alors dès comme ça je peux vous en sortir des centaines, hein, mais voilà ce que vous trouvez dans les programmes de l'éducation nationale, hein, maîtrise de la langue française du socle commun, deuxième palier. L'élève est capable, tiens il y a un S en trop, vous voyez pourquoi le système imbécile du français qui met des S où il n'y en a pas besoin, l'élève est capable de prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté, on reviendra sur la notion de niveau de langue, répondre à une question, c'est surtout ça qui m'intéresse, par une phrase complète à l'oral comme à l'écrit. Mais les phrases n'existent pas à l'oral. La phrase est une unité de l'écrit, ce n'est pas une unité de l'oral. Et en plus l'oral n'est pas fait pour fonctionner comme l'écrit. Si quelqu'un répond à tout ce que vous lui demandez en faisant des phrases, guillemets, complètes comme à l'écrit, mais au bout de 10 minutes, vous le giflez.
Donc, tu me prends pour un imbécile, t'as besoin de... Il y a du café là-bas? Oui, il y a du café dans la salle principale où tu pourras te servir. Une, je dis rien. La deuxième dit, j'ai du temps pour y aller? Oui, tu as le temps pour y aller puisque tu dois... C'est insupportable. Ben ouais, il y a du café. C'est ça qu'on dit à l'oral. Ça ne fonctionne pas pareil. Évidemment, si on fait l'inverse, ça ne marche pas non plus. À l'écrit, ça ne marcherait pas, bien sûr. Hein. S'il y avait une flèche avec écrit c'est là, ça ne marche pas. Mais à l'oral, il y a du café, c'est là. À l'écrit, il faut... Vous voyez bien, si vous inversez les deux, ça ne marche pas. Le problème, c'est que on essaye de faire fonctionner l'écrit, on essaye de faire fonctionner l'oral comme on fait fonctionner l'écrit. C'est-à-dire qu'au fond, pardon de le dire comme ça va peut-être vous paraître un peu brutal, mais on désapprend aux enfants les compétences de communication orale qu'ils ont déjà acquises dans leur vie sociale et familiale. On leur désapprend à communiquer à l'oral pour essayer de les faire communiquer à l'écrit. Et je trouve que ça pose un vrai problème par ailleurs.